Parlons de livres, une émission des éditions Épiphanie et du Centre de recherche pédagogique. Bienvenue à cette édition de notre émission Parlons des livres. Une demi-heure durant, vous serez avec moi, Père Prosper Mbumba, missionnaire de Skeut. Et je reçois pour vous Monsieur Sylvain Chikoji Mbumba. Il vient nous parler de quelques ouvrages dont il est l'auteur. Mais avant tout, faisons connaissance. Monsieur Sylvain Chikoji, bonjour. Bonjour Monsieur Prosper. Vous êtes congolais. Oui, je suis né au Congo, à Mouika, au Kassai occidental. J'ai évolué au Grand Séminaire de Kabwe et puis je suis arrivé chez les Oblats de Marie Immaculée, où j'étais frère Oblat. Et puis, j'ai étudié aux facultés catholiques de Kinshasa, aujourd'hui l'université catholique au Congo. Et puis, j'ai fait ma thèse à l'université Laval, à Québec, où je suis sorti docteur en philosophie. Et je suis auteur d'une série d'ouvrages. Et puis, je suis fondateur et directeur général du Centre de recherche et de documentation africaine, ce qu'on appelle le CERDAF, qui est actuellement en France, à Lyon, où je l'ai installé. Alors, combien d'ouvrages avez-vous déjà publiés? J'ai presque une dizaine d'ouvrages actuellement, et il y a 3 autres qui vont sortir bientôt. Un déjà au 5 juillet, j'aurai un autre intitulé L'illusion du pouvoir, qui va sortir, mais en somme, je suis au moins à une quinzaine d'ouvrages. Une quinzaine d'ouvrages, et nous avons sur cette table quelques ouvrages dont Au cœur de la crise congolaise, choix et responsabilités politiques. C'est publié en quelle année? C'est publié en 2005, ici à Kinshasa. Donc nous pouvons dire que vous retracez ici la crise jusqu'en 2005. Non, je ne retrace pas jusqu'en 2005, puisqu'il y a une perspective. Et donc, j'ai fait l'analyse de la situation de crise qui était beaucoup plus forte dans notre pays et que j'avais vécu moi-même pendant beaucoup d'années. Et surtout à partir de 1997, à l'arrivée de l'AFDEL. Et là, j'ai constaté que le pays s'enfonçait de plus en plus et il fallait restituer pour l'histoire, pour le pays, pour les jeunes qui viennent après nous, de restituer l'histoire de notre pays, l'histoire des crises de notre pays. Et il y avait beaucoup la crise de gouvernabilité, la crise politique qui s'est installée jusqu'à la mort de Laurent Désiré Kabila. Après, c'était Kabila Joseph qui a pris le pouvoir et la crise est devenue beaucoup plus cruciale, ce qui a fait que j'étais obligé de dire des choses là-dessus, en invitant justement les Congolais à une prise de conscience de leurs responsabilités politiques. Et vous avez des titres très intéressants. L'humanité et le devoir d'humanité. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? L'humanité tout entière a la responsabilité d'elle-même. Et quand je parle du devoir d'humanité, je vise des organismes internationaux. Je dirais la communauté internationale qui a un devoir, mais un devoir qu'elle n'accomplit pas justement, puisque il y a des États qui sont beaucoup plus prospères par rapport aux autres. Et surtout, j'en arrive à l'Afrique, où je trouve qu'il faut que les Africains prennent leur destinée en main. Oui, parce que je vois même le sous-titre, c'est vers une destinée pour l'Afrique. Oui. Donc c'est au fond une responsabilité de l'humanité vis-à-vis du destin africain. Tout à fait, mais alors l'Africain doit penser qu'il doit s'organiser et s'intégrer dans le jeu international global, mais surtout avoir une culture du développement, avoir une culture du bien et une culture du bonheur partagé. Et c'est cela ce que je semble dire dans ce livre-là. L'humanité et le devoir d'humanité vers une nouvelle destinée pour l'Afrique. C'est publié aux éditions L'Harmattan. Oui. En 2010. Et je vois aussi, toujours aux éditions L'Harmattan, Le pouvoir de la paix en Afrique, en quête du développement. Oui, ici j'ai dit que le développement ne peut être possible en Afrique que s'il y a la vraie paix. Or, la paix à laquelle nous assistons ici, c'est la paix des bottes, la paix par les canaux. Cette paix est éphémère, elle n'est pas durable. S'il faut que l'Afrique se développe, il faut qu'elle ait une véritable paix, et cette paix doit passer par les principes de démocratie, des droits de l'homme, de l'état des droits, comme c'est le cas actuellement ici en République démocratique du Congo. Alors il faut étendre ça sur toute l'Afrique. Il n'y a pas de meilleur développement s'il n'y a pas de paix. Multipartisme politique en Afrique, résurgence des rivalités ethniques.
Oui, ce livre, je l'ai publié sur la demande de cette maison d'édition européenne. C'est édition universitaire européenne. Oui, ça a été sur la demande et ils m'ont demandé de réfléchir sur le multipartisme politique, donc en faisant une chronique à partir de 1990 où l'Afrique subsaharienne, où l'Afrique tout entière avait basculé vers le processus de démocratisation de nos pays. Et là, nous avons constaté malheureusement que le multipartisme a été créé par des dictateurs eux-mêmes et cela a sémé aussi dans la situation politique du pays, dans l'espace politique, une sorte d'ethnicisme, c'est-à-dire beaucoup d'ethnies se sont révoltées puisque tout le monde était derrière un leader politique. Par exemple, aujourd'hui, nous vivons ça, un leader politique Moluba, un leader politique de Bandundu, de l'Équateur, tout ça. Et ceux qui le suivent derrière, c'est plus ceux qui appartiennent à ces coins-là. Et c'est ça, ce qui a toujours créé des rivalités politiques, des rivalités ethniques. Et nous l'avons vécu ici chez nous avec les élections. Vous avez vu que il y a ce qu'on a appelé les Pangui, les Bampangui et d'autres, les talibans. Dans la diaspora, c'était beaucoup plus prononcé. Et c'est ça la difficulté de l'Afrique pour décoller sur le plan de la démocratie et de l'état des droits. Je trouve ce livre très intéressant et très actuel par rapport à la situation du Congo. Nous allons y revenir. D'accord. À part ces 4 ouvrages que j'ai sur la table, vous pouvez me parler d'autres déjà publiés, de projets de publication? Oui, j'ai publié pour la première fois le livre que vous avez connu peut-être sur de la bonne gouvernance. Et là, je faisais un appel à un nouvel ordre politique, éthique politique. C'est-à-dire que je me disais que nos pays, les pays africains, avaient un déficit terrible sur la manière de gouverner, d'administrer leur pays. Et là, j'appelais à ces gens-là à une nouvelle conscience de la bonne gouvernance. Vous vous souviendrez que dans nos pays ici, il y a beaucoup plus la corruption qui est devenue endémique dans beaucoup de cas, dans la gestion même de la chose publique. Alors, cette difficulté-là posait des problèmes. Et là, à ce moment-là, j'ai réfléchi déjà en 1996 sur la question de la bonne gouvernance. Et j'étais pratiquement un des premiers auteurs sur la question de la bonne gouvernance et de l'état des droits à l'époque, ne fût-ce que sur le plan de l'écrit. Alors, un autre ouvrage intéressant. Oui, j'ai aussi écrit les questions africaines de la mondialisation. Oui. Et là, je faisais une préface à l'éthique universelle. Je me disais, il y a beaucoup de questions que les Africains doivent se poser sur la mondialisation. Est-ce que la mondialisation est-elle une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais je dis que la mondialisation est irréversible. Mais les Africains doivent être capables d'épouser leur temps, leur époque et s'adapter aux réalités mondiales aujourd'hui. Et là, il y a beaucoup de questions qui sont posées, les questions du développement, les questions de la gestion de la chose publique, les questions politiques, les questions sociales et les questions environnementales. Comme par exemple le réchauffement climatique. Les Africains doivent prendre conscience aussi de cette question africaine de la mondialisation. Est-ce que le monde ou l'humanité, comme je l'ai dit, puisque nous sommes dans une perspective où j'écris toujours pour l'humanité, pour l'Afrique, et donc est-ce que l'humanité aujourd'hui peut s'occuper de l'Afrique sans les Africains? Donc il n'y a que les Africains qui doivent prendre conscience de s'insérer dans ce contexte mondial, global, pour pouvoir résoudre leurs problèmes, puisqu'il ne faut pas qu'on attende trop. C'est pourquoi je parle de la destinée qui appartient tout simplement aux hommes africains. Et là, je pose aussi la question des hommes. Pouvez-vous dire que l'Afrique est quand même engagée sur cette voie vers la mondialisation? Oui, apparemment, mais pas profondément, puisqu'il y a beaucoup de gens qui dépendent encore de la communauté internationale. Et vous allez constater que beaucoup de présidents ou des responsables politiques africains, ils dépendent trop. Au lieu de réfléchir ou de penser à trouver des solutions pour eux-mêmes et pour leur peuple, mais ils dépendent toujours, ils attendent qu'on leur donne des solutions à partir de l'Europe, à partir des États-Unis, tout ça. Et ça, c'est une difficulté réelle, puisque où on est responsable, on ne l'est pas. Quand on est responsable, il faut trouver, et l'Afrique a tous ses moyens pour pouvoir se développer. Mais tant qu'on dépend encore des autres, il est difficile que les autres nous développent. Là, vous parlez des difficultés, mais est-ce qu'on peut aussi voir de risques en s'engageant sur la voie de la mondialisation sans être bien équipé? N'a-t-il pas risque aussi de perdre nos propres valeurs culturelles? Mais justement, nous les avons déjà perdues,
puisque nous sommes engagés très mal dans la mondialisation, où on dépend des autres, nous n'avons rien créé. Pourtant, l'Afrique est à la pointe de la création même de l'humanité, puisqu'on dit que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, elle est aussi le berceau de la science. Si vous avez lu sérieusement Cheikh Anta Diop, il développe toutes ces choses-là, Aimé Césaire et tous ces grands écrivains africains, ils ont développé beaucoup de choses sur la science africaine. Et aujourd'hui, les langues se délient. Il y a beaucoup de gens qui voient qu'il y a eu même des mathématiques qui étaient des mathématiques africaines, mais qui ont été transportées en Europe, en Grèce précisément, avec les Platon et tous ces gens qui étaient passés en Afrique. Alexandrie, à l'époque, c'était une grande ville culturelle mondiale où tout le monde venait se ressourcer. Aujourd'hui, ils se sont appropriés de notre science, de tout cela. Et donc, il faut prendre le risque, puisque si on ne prend pas le risque, on ne peut pas s'en sortir. Il faut que les Africains prennent les risques. Et c'est là la tâche des hommes de science que nous sommes. Nous prenons des risques pour dénoncer et en même temps pour proposer des choses, puisqu'il ne suffit pas d'être prophétique. Ouais, il ne faut pas être prophétique en dénonçant, mais être prophétique aussi en proposant des choses pour l'avenir de notre continent et précisément de notre pays, la République démocratique du Congo. D'accord. Un projet de publication en vue? Oui, nous avons 3 projets de publication. Le premier projet, c'est, je l'ai intitulé L'illusion du pouvoir. C'est un livre qui va sortir la semaine prochaine, en France justement, au CERDAF, aux éditions du CERDAF. Et dans ce livre, nous montrons comment l'illusion du pouvoir est beaucoup plus utilisée. Mais je pars de la conception de Shakespeare, qui n'est pas connu suffisamment ici en Afrique ou dans notre pays, si ce n'est que du côté de... Et ici, j'ai fait une lecture politique qui va arriver, donc disons une lecture herméneutico-politique, qui va déboucher sur l'illusion du pouvoir que nous vivons dans nos pays. Je prends le cas de la République démocratique du Congo, que je connais mieux, où il y a eu l'illusion du pouvoir à partir de Mobutu lui-même, qui pensait qu'il était un dieu et que le pouvoir ne pouvait jamais se terminer. Et ce genre de personnalités qui gèrent le pouvoir comme leur boutique et qui sont vraiment omniprésents et omnipotents, et ils finissent toujours soit dans la fuite, soit dans la mort, soit dans la prison. Et c'est ça, on se rend compte qu'on est dans l'illusion justement du pouvoir. Mais c'est probablement plus quand il n'y a pas bonne gouvernance. Quand Absolument. on s'y engage avec l'idée d'une bonne gouvernance, eh bien on fait son travail, on gouverne pour le bien de tous. Je pense que le pouvoir ne serait plus tellement une illusion comme telle. Oui, mais la bonne gouvernance, justement, c'est ça là, ce qui est au fond de tout. Du moment où on n'a pas cet esprit de la bonne gouvernance, de l'éthique de la gouvernance, à ce moment-là, on tombe dans l'illusion du pouvoir, on tombe dans l'absolu du pouvoir. Et cet absolu du pouvoir conduit toujours déjà à une déchéance. Vous savez que quand il faut déposer un dictateur ou bien un autoritaire, il n'y a pas de cérémonie, hein. Et c'est ce qui est arrivé pour Mobutu, par exemple. Et ça arrive également pour Laurent Désiré Kabila, qui a connu la mort de cette manière-là, puisque quand il venait, il avait donné l'impression d'une bonne gouvernance, mais finalement, c'était un dictateur qui avait toutes les griffes d'un régime autoritaire. Je remarque un thème récurrent dans vos ouvrages, l'éthique. L'éthique, c'est une manière de voir les choses de façon objective et de façon réaliste en même temps. Et l'éthique fonde toute gestion, tout comportement humain. Et donc, par conséquent, je me dis, il faudra concevoir un projet. Ce projet a 2 aspects. Le premier aspect est un aspect coercitif qui consiste justement à une sévérité chirurgicale, c'est-à-dire que quelqu'un qui vole, qui triche, qui corrompt ou qui est corrompu, cette personne doit être sévèrement punie. Et donc, c'est à ce niveau-là que c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect éducatif, puisque nous ne pouvons pas trouver des solutions palliatives sans une éducation de fond. Et cette éducation s'est faite au niveau de la base, au niveau des écoles, au niveau des universités, et pour renouveler la classe politique congolaise aujourd'hui, mais surtout pour préparer aussi l'avenir de notre pays. Comme vous le savez, dans notre pays, la corruption est devenue endémique. Vraiment endémique, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même au niveau, je pourrais dire qu'il y a 3 sortes ou 4 sortes de corruption. Il y a les petites corruptions qui sont très actives, hein, qui se fait dans la vie de tous les peuples congolais, et c'est devenu maintenant comme une bonne chose, c'est-à-dire le mal est devenu
le bien, et le bien est devenu le mal. Mais nous ne pouvons pas oublier, surtout nous chrétiens, que le mal reste mal, même si tout le monde le fait. Absolument. En tant que chrétien, le mal reste le mal, et le bien c'est le bien. Et Jésus disait, il passait partout en faisant du bien. Pourquoi Sainte Thérèse d'Avila disait, je passerai mon ciel sur la terre en faisant du bien. Et donc, on doit faire le bien. Et le bien, c'est ce qui peut amener notre pays à ce que nous avons appelé l'état des droits. Alors, où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Il est bien reçu par le... Le projet est arrivé dans les mains des conseillers du président de la République et qui sont en train de se battre pour pouvoir lui donner une personnalité juridique. Mais la difficulté, c'est qu'on attend que le gouvernement sorte, puisqu'il doit être lié à un ministère ou tout simplement il doit être lié à la présidence. Mais je préfère qu'il soit beaucoup plus actif comme projet à tous les niveaux, mais surtout à l'université, au niveau de la cité et dans la vie de tous les peuples congolais. C'est ce que j'attends des conseillers. Et effectivement, je lance un appel pathétique à tous les conseillers qui ont reçu le projet de pouvoir s'activer pour que le projet soit mis en place, puisque ça semble un peu pataugé, puisque on s'est dit, bon, à quand on va apprendre? Je suis maintenant interpellé chez beaucoup de gens qui m'ont vu, qui ont entendu parler de ce projet, et que je lance aussi un appel à tous les conseillers qui ont ce projet dans leurs mains de s'activer pour que le président prenne une position ou une décision définitive. Alors, en parlant de votre livre, Multipartisme politique en Afrique, résurgence des rivalités ethniques, vous avez parlé de partis politiques basés sur de motivations plutôt ethniques, tribales, que de motivation ou sur une idéologie politique réaliste. Donc, vous savez, si nous prenons le cas de l'Afrique a commencé sur des bases tout à fait tribales. Il n'y a jamais eu, déjà le début, prenons le cas de 1960 jusqu'à ce jour, il est rare de trouver en Afrique des partis politiques qui se fondent sur une idéologie politique bien conçue et bien préparée. Il est rare de trouver ça. Et je redescends au niveau du Congo. Vous verrez que nous étions à la conférence nationale souveraine. Vous allez trouver que les chefs de partis politiques, des inamovibles, comme je les appelle, chef de parti politique, il est là, chef de parti politique, avec sa femme, jusqu'à sa mort, mais autour de lui, le secrétaire général, c'est sa femme, ses enfants, ses cousins, c'est tout ça. On a vu ça à la conférence nationale souveraine. Quand il meurt, on ne sait pas précisément qui doit remplacer, parce qu'apparemment les statuts n'en parlent pas. On ne sait pas. Actuellement, vous avez vu qu'il y a des députés ou des sénateurs. Il est sénateur, sa femme est, comment on appelle encore, et au Parlement. Oui, elle est au Parlement, elle est au gouverneur. Vous voyez des choses comme ça. C'est quand même un peu drôle. Ça, c'est une base tribale, ethnique. Et vous allez voir dans l'espace politique, quand vous créez un parti politique, c'est les gens du coin, du leader qui le suivent. Et nous avons vu ici avec cette histoire de cash, de la Mouka, et c'était les haines tribales. Il faut attaquer telle tribu parce que c'est elle qui est là. Donc, c'est cette rivalité que nous vivons en Afrique. Dans tous les pays, il n'y a pas que le Congo. On a vu ça en Côte d'Ivoire, où on a dit que Ouattara était quand même un Burkinabé par rapport à ceci. Donc il y a des haines brutales en 2010, 2011, il y a eu tout ça. Et au Congo, ça a été beaucoup plus prononcé parce que avec tout ce qui arrive entre juste à partir des élections de 2018. De décembre 2018, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur le plan ethnique, sur le plan tribal. Et vous avez suivi qu'il y a eu une haine, et le président a fait allusion plusieurs fois à ça pour demander à l'unité et à la cohésion nationale. Et donc, cet ouvrage ici, Pluralisme politique en Afrique, résurgence des rivalités ethniques, c'est un document qui peut bien nous aider, absolument, n'est-ce pas, à recadrer notre vision des choses par rapport à ces appartenances tribales que nous aimons bien brandir à temps et à contre-temps. Oui, justement, c'est l'objectif d'un philosophe. Hein. Un philosophe, il anticipe les choses, hein, et il les propose. Je ne suis pas un philosophe qui suit les pensées des autres. Hein. Je suis un philosophe qui crée ma pensée pour pouvoir proposer des choses. Hein. Et ce que je fais, c'est justement pour montrer. Hein, d'ailleurs, ce livre est publié en 2015. 2015. C'est 2015, je pense.
À ce moment-là, 2015, à ce moment-là, il n'y avait pas encore les élections ici au Congo. Donc vous avez anticipé. Nous avons anticipé tout ça puisqu'on sait analyser des choses à partir du fond, de la base, du fond culturel d'un peuple ou de l'Afrique. Et là, on a trouvé ce soir-là. Et je pense que ça peut aider beaucoup si on les lit sérieusement, puisqu'il y en a qui lisent, qui font une lecture politique, mais il faut faire une lecture objective et scientifique d'un texte comme celui-là. Le projet que vous avez présenté au gouvernement, comment vous l'appelez? Je l'appelle Institut national d'éthique appliquée. Il s'agit d'une éthique appliquée à tous les niveaux, au niveau de l'environnement, au niveau des mœurs, de la dépravation des mœurs. Et il faut quand même éduquer les gens à se redresser sur le plan éthique, sur le plan culturel. Il y a au niveau de la gestion des entreprises, au niveau de la gestion de la chose publique, comme les gouvernements, les sénateurs, les députés, les assemblées régionales, l'Assemblée nationale, tout ça. Vous vous êtes rendu compte que aux élections des assemblées régionales ou au gouvernement régionaux ou à l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, la corruption était vraiment... On en a parlé. On en a parlé assez. Et donc, je vous dis que l'éthique appliquée doit être ici mise en avant pour pouvoir amener les gens à une prise de conscience d'une véritable citoyenneté. Alors, tant qu'on n'a pas cette conscience de la citoyenneté, on souffre. Prenons le cas, actuellement, j'ai vu quand même que nos cadres, qui sont des leaders politiques que nous avons élus, qui sont au Parlement, qui sont au Sénat, et ils vont faire allégeance à un individu, et ils ne prennent pas conscience qu'ils ont été élus, même s'il y a eu quand même quelques fraudes, mais du moins, en principe, ils sont élus par le peuple congolais. Mais c'est au peuple congolais qui doit faire allégeance. Ils ne peuvent pas être au Parlement ou au Sénat pour un individu et par un individu. Là, ça ne va pas. Et à ce moment-là, il y a un déficit terrible dans la conscience de nos citoyens, de nos leaders politiques. Et là, je voudrais dire que il faut que le peuple puisse se réapproprier de ce que j'appelle l'espace public, l'espace politique. C'est le cas que vous avez vu dernièrement au niveau de lorsque il y a eu un député qui a vilipendé le président de la République en disant qu'il était inconscient lorsqu'il avait signé tout ça. Et le peuple spontanément s'est réapproprié de l'espace politique. Et c'est ça ce que j'appelle la citoyenneté. C'est cette citoyenneté-là que nous voudrons. Et j'en appelle au peuple chrétien une prise en main de sa destinée. Justement, c'est cela, c'est qu'on appelle la réappropriation de l'espace politique et de l'espace public. Il faut que le peuple soit vigilant, que tous ceux qui ont été mandatés par le peuple pour travailler pour le peuple, mais qui travaillent pour un individu, fût-il un ancien président ou quelqu'un comme ça, mais le peuple doit s'en charger, doit se prendre en charge, comme disait Tshisekedi Mulumba, le peuple doit d'abord et le peuple doit se prendre en charge. Alors, dans ces projets de l'Institut national d'éthique appliquée, vous avez pensé à l'Église catholique dans un rôle de collaboration, parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de choses que l'Église fait déjà d'une manière ou d'une autre. Je représente l'Église moi-même. Et bien voilà. Je vous ai dit que je suis un laïc chrétien sérieux. Et c'est au nom de l'Église que je me présente, que je travaille pour l'Église. Il faut que les chrétiens, comme on le dit, nos responsables de l'Église nous disent, le chrétien doit briller. C'est une lampe qui doit être mise sur la table. Et c'est cette lumière-là que les chrétiens doivent amener au niveau de projets comme cela. Et ça ne m'empêchera pas de travailler avec les amis de l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui sont autour de moi. Et en même temps, il y a aussi d'autres professions religieuses qui sont ensemble. Donc, c'est un projet qui est tout à fait un projet national. Ce n'est pas un individu comme moi. Moi, j'ai eu l'idée, mais le projet est dans les mains de l'État et que l'État lui-même s'en charge pour pouvoir y nommer des gens qui peuvent le gérer. Donc, dans votre entreprise scientifique, s'il faut le dire, nous sentons et le chrétien et le philosophe et tout ça nous amène de bons projets pour la société et nous espérons que ça va porter du fruit. Et tout cela, vous le faites à travers des livres. Oui. C'est ça qui est intéressant dans notre émission. Oui. Lequel vous recommandez le plus? Vous pensez le plus actuel pour que le Congolais lise? Oui, le plus actuel, c'est peut-être le livre sur le multipartisme politique. Mais je propose un autre qui va sortir bientôt. Donc le 5 juillet, le livre va sortir. Il s'intitule « L'illusion du pouvoir ». Et là, je recommande ce livre aux chrétiens catholiques, scientifiques,
mais aussi aux hommes politiques. Ceux qui n'ont pas la chance de lire, ils peuvent aller le lire. Je pourrais... Où est-ce qu'on peut les acheter? On peut les acheter sur le CERDAF. Il y a des lignes où on peut les avoir. On peut les avoir aussi chez les Paulines, puisque je suis en train de négocier avec les Paulines pour pouvoir avoir un contrat et leur envoyer tous les livres que nous produisons au CERDAF, comme ça a été le cas par le passé. Et donc, l'illusion du pouvoir va sortir bientôt et qu'il sera mis à la disposition des chrétiens et du peuple congolais. Un dernier mot aux auditeurs de la radio Elikia, et spécialement ceux qui aiment les livres, qui aiment lire, ou qui aiment écrire, publier. Très très content de cette édition qui a continué, cette émission qui a continué sur le livre. Et je pense que j'inviterai aux chercheurs, aux hommes scientifiques de lire, de toujours lire, puisque quand on lit, on s'instruit. Et donc, je pense que cette émission doit toujours continuer. Comme disent les Quinois, il faut Eumela. Donc, Eumela Libela. Merci beaucoup, professeur. Ouais. C'est donc la fin de notre émission qui a connu le concours technique de Olivier Nguessi. Nous saluons tous les auditeurs qui nous ont suivis, spécialement tout le personnel du Centre de recherche pédagogique et des éditions Épiphanie. Au revoir. C'était Parlons des livres, une émission des éditions du Centre de recherche pédagogique et des éditions Épiphanie.